Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au bonheur des livres. Chaque semaine, vous le savez, nous essayons tout simplement de vous donner envie de lire, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître les auteurs. Alors avec nous, deux romanciers dont on n'a pas pu lâcher les livres, tant leurs héroïnes respectives, sont attachantes, mystérieuses, marquées dans leur corps aussi par la violence des hommes la plupart du temps, et animées par un désir l'une et l'autre de vengeance. Deux très beaux personnages de fiction, et je le souligne parce que ce n'est pas toujours fréquent en cette rentrée littéraire où l'autofiction est très présente, passionnante mais très présente. La première romancière est Adélaïde de Clermont-Tonnerre, qui signe « Je voulais vivre » chez Grasset, un livre formidable qui d'ailleurs est déjà dans la première liste du prix Renaudot, dans bien d'autres aussi. Et puis le second, c'est Joseph Incardona, qui publie Le Monde est fatigué chez Finitude et qui vient lui d'obtenir le prix des Deux Magots et qui est dans la liste du Fémina aussi, il faut bien le souligner. Joseph Incardona, derrière ce très joli titre, un peu énigmatique, dont on va évidemment parler en détail, apparaît votre héroïne. Elle s'appelle Ève, elle joue les sirènes avec une sorte de queue en silicone, mais qui s'avère aussi, cette Ève, avoir subi une épreuve, un terrible accident qui l'a mutilée et qui va l'amener donc à jouer ce rôle un peu bizarre à travers le monde. Et aussi d'ailleurs, elle va être, je le disais, poussée par évidemment un désir de vengeance contre ce quasi-meurtrier qui l'a laissé handicapé. L'écriture, elle est tenue, il y a beaucoup de lucidité, d'humour et d'émotion. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, je rappelle que vous êtes romancière, diplômée de Normal Sup, oui, genre je précise Saint-Cloud pour ceux qui sont un petit peu précis. Fontenay-Saint-Cloud. C'est pas mal. Journaliste, directrice actuellement de la rédaction de Point de Vue. Et votre livre, Le Dernier des Nôtres, avait reçu en 2016 le Grand Prix de l'Académie française. Donc ce quatrième roman, c'est le quatrième roman, oui, chère Adélaïde, Je voulais vivre. Alors j'allais dire qu'il témoigne de votre goût pour l'histoire, mais d'ailleurs nous on en était très heureux quand on l'a lu. Ce goût pour les personnages romanesques, pour les héroïnes qui nous emportent, et c'est le cas de cette personnalité forte, hors du commun. Et vous avez voulu, d'une certaine façon, donc réhabiliter ce personnage incroyable qui est Mélanie de Winter, qu'on a bien sûr découvert dans les romans d'Alexandre Dumas. Comment vous êtes autorisée, j'allais dire, à aller sur la piste d'un personnage de fiction ? Alors j'ai eu un moment de vertige, parce que j'aime passionnément Dumas, mais c'est vrai que ce livre, il naît un peu d'un double mouvement. Cet amour pour la littérature romanesque, avec du souffle qui nous embarque vers d'autres lieux et d'autres temps au galop. Et évidemment, une sorte de honte rétrospective, parce que j'ai lu et relu et encore relu ce texte sans jamais avoir un mouvement d'empathie pour Milady. Pour moi, c'était la criminelle, l'empoisonneuse, magnifiquement belle, mais évidemment, elle méritait bien ce qui lui arrivait. On ne l'aimait pas beaucoup, c'est vrai. Non, on ne l'aimait pas. Et ça m'a pris des années, et c'est peut-être au fond un parcours de femme. Il m'a fallu 30 ans pour tout à coup, un jour, être absolument frappée d'évidence et me dire que le traitement qu'on lui fait subir est en fait une terrible injustice. Oui, vous pourriez partager ce sentiment, Joseph ? Absolument. Je trouve très courageux, je trouve très intelligent de prendre un personnage de fiction pour le réhabiliter. Oui. Et ça demande aussi une grande connaissance de l'œuvre antérieure. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Enfin, c'est la première fois que je vois une réécriture ou une para-écriture sur un classique comme ça. Ouais. Et qui a donc nécessité évidemment sans doute des recherches, parce qu'il faut comprendre pourquoi cette intrigante, enfin celle qui nous apparaît à l'époque comme intrigante, empoisonneuse, maléfique, pourquoi vous êtes allé amener à, j'allais dire, la défendre. Est-ce que vous avez senti tout d'un coup qu'elle avait souffert dans sa vie et que c'était ça qui allait la réhabiliter ? En fait, quand on regarde les faits, c'est-à-dire quand on s'abstrait de la merveilleuse capacité d'illusion de Dumas, les faits sont têtus. Elle meurt à 25 ans dans des conditions atroces, jugée par des hommes en dehors de toute justice. Elle est marquée au fer rouge en dehors de toute justice. Elle est victime d'une première tentative de féminicide et elle est, d'une certaine manière, abusée aussi dans sa relation avec D'Artagnan. Donc, quand on ouvre les yeux, les faits sont là, et d'une certaine manière, c'est un cold case que je rouvre, un très très vieux cold case, celui de Milady, en me disant, mais je vais convoquer différents points de vue. Son ami d'enfance, un D'Artagnan vieillissant, parce que j'aime tellement ce personnage que je voulais qu'il puisse porter finalement le poids d'une vie
qui fait qu'il va avoir des doutes quelques instants avant sa mort au siège de Maastricht. Il se confie à son jeune lieutenant et il est capable, parce que c'est un homme très courageux, de se dire au fond, est-ce que j'ai été du bon côté de l'histoire? Donc je recrée un procès dont le lecteur pourra trancher finalement la décision finale. Oui, parce qu'on a tous en mémoire ces livres. On avait pris, bien sûr, on fait écho pour D'Artagnan, Athos, etc. C'est vrai qu'elle, on l'avait, évidemment, elle nous fascinait, mais on l'avait un peu mise de côté. On découvre donc, c'est ce que vous dites, toutes les épreuves qu'elle va traverser. Et d'abord, donc, dans ce siècle de Richelieu, de Louis XIII, une petite Anne qui va assister au viol et à la mort de sa mère. Et c'est ce qui va fonder, bien sûr, ce qui va la marquer dans sa vie et dans son cœur. C'est une petite fille très vive, assoiffée de connaissances, avec beaucoup de capacités, et elle est évidemment dévorée par le thème dumasien s'il en est, le désir de vengeance. Et ça, c'est aussi un pont avec Ève, l'héroïne de Joseph, qui a aussi un dévorant désir de vengeance. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, d'aller expliquer comment on devient la grande méchante de la littérature. Dumas a créé ce personnage qui est une des premières femmes fortes, finalement, intelligente, puissante, elle a marqué des générations. Mais comment devient-elle cette terrible femme fatale qui fait fantasmer et effraie des générations de petits-enfants? Mais moi, il y a une chose que je trouve très touchante, c'est votre postface où vous vous adressez à Dumas en lui disant « Mais au fond, on sent que vous l'aimez, cette héroïne. Pourquoi vous ne l'avez pas réhabilité ?» C'est très touchant et moi j'adore ce jeu un peu à la Borges où on est dans un jeu de miroir comme ça, on est dans une spirale et puis la fiction qui s'intègre dans la réalité, qui redevient fiction. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très très brillant. Oui. Donc vous supposiez qu'il l'aimait bien, son héroïne. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est que Dumas lui-même change de position et de point de vue sur elle. Dans Les Trois Mousquetaires, elle est légitimement punie. Bon, à 25 ans, il l'exécute, et voilà. Et au fil des œuvres postérieures, il revient. Et quand son fils, le fils de Milady, parce qu'on oublie qu'elle est mère, Milady, fils de Milady Mordaunt vient pour la venger, cette fameuse punition devient potentiellement un crime. Et à la fin, dans la pièce de théâtre qu'il écrit, qui s'appelle La jeunesse des mousquetaires, c'est une certitude, finalement, que ce procès a été problématique et a été expéditif. Donc Dumas lui-même, en fait, au fil de sa vie, a un peu évolué sur sa propre héroïne et je me suis sentie, du coup, l'autorisation de poursuivre ce qu'il avait esquissé. Parce que vous l'avez souligné, c'est peut-être le plus grand féminicide de toute la littérature que l'on lit, enfin, auquel on assiste dans ces romans. Mais c'est fascinant parce que vous me l'avez dit, on a discuté un instant juste avant de commencer cette émission que vous aussi, vous aviez été très amoureuse d'Athos. Bien sûr, moi aussi, c'est mon héros. Voilà, il est brun, ténébreux, noble, absolument magnifique. Et on se rend compte qu'il l'a épousée et que... Voilà, il pense avoir épousé une jeune fille pure, toujours cette idée, moi qui manque, de la pureté, de la sainteté et malheureusement de la prostituée, de la femme perdue. Il pense avoir épousé une jeune fille pure, il découvre sa marque, il en déduit qu'elle n'est pas pure et sans lui donner un instant la possibilité de s'expliquer, il la met à nu et il la pend. C'est d'une violence inouïe, sauf que dans Dumas, c'est raconté par Athos, qui le dit à D'Artagnan, donc c'est un peu effacé, la violence est atténuée. Moi, je donne cette scène à voir, donc je respecte absolument l'histoire de Dumas, mais simplement en la donnant à voir, eh bien, on prend en compte l'extraordinaire violence de cette réaction. Bien sûr. Ce qui est évidemment très beau, c'est que d'une certaine façon, c'est une héroïne de toujours, cette Milady d'aujourd'hui aussi. On pourrait tout à fait transposer. On parle évidemment beaucoup de violences faites aux femmes, mais elle est victime de la violence des hommes, naturellement. Et c'est une femme libre, et c'est ce que vous disiez. Elle se dit mère, très important, mais libre. Et c'est ce qui explique le titre. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une femme qui a un élan vital extraordinaire, qui, au fond, à une époque où c'est absolument impossible, veut échapper et au couvent et au mariage. Elle a envie d'une autre voie. Et moi, je pense qu'elle a traversé les siècles et qu'elle a traversé la littérature, justement parce qu'elle... par sa vie, elle raconte des choses effectivement d'aujourd'hui et toutes les femmes aujourd'hui peuvent se sentir en empathie avec elle. Mais j'ai voulu aussi, c'est-à-dire que c'est un livre
pour une femme et ce n'est pas un livre contre les hommes. Et d'ailleurs, je dédie ce livre à toutes les femmes qui nous ont précédées, parce qu'elles me bouleversent, toutes ces femmes qui ont ouvert la voie pour nous, et à tous les hommes qui les ont défendus et aimés. C'est très beau. Est-ce que les grands défenseurs d'Alexandre Dumas vous ont fait des réflexions, vous ont dit, mais c'est bien, là on découvre mieux Alexandre Dumas, ou au contraire, mais comment tu t'attaques à cette personne? Alors j'avais très peur de ça, j'étais très inquiète, et j'ai beaucoup de chance parce que je crois qu'on ne peut pas ouvrir ce livre sans se rendre compte à quel point c'est une déclaration d'amour à Alexandre Dumas avant tout. Et Alexandre Dumas maintenant est très à la mode depuis peu de temps. Il a été très longtemps méprisé. C'était pas de la bonne littérature, c'était du feuilleton, c'était de la série, c'était facile. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et quand on vient me voir en me disant « mais vous savez quoi, ça m'a donné envie de lire ou de relire », eh bien, j'ai le sentiment que tout est gagné. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu. J'ai l'impression que Dumas... Enfin, le père, c'était le Stephen King de l'époque. Ah oui, c'est vrai. Parce que moi, par exemple, je trouve qu'il y avait des purs chefs-d'œuvre chez Stephen King. Après, il en a fait beaucoup, il y en a des moins bons. Mais je pense que voilà, ça sera un écrivain qu'on réhabilitera sans doute, comme avec Alexandre Dumas, effectivement. Oui, et une autre chose aussi que je trouve assez magnifique, c'est que finalement, sa destinée tragique est due à cause d'un mensonge initial qui ne la concerne pas. Et en fait, on est dans cette société du mensonge où il faut toujours cacher les choses. Et pour cacher une chose, on fait un mensonge un peu plus grand. Et elle n'a jamais, en réalité, c'est qu'à la fin, avec D'Artagnan, qu'elle peut s'expliquer. Et d'ailleurs, il essaie de la sauver. Oui. Et comme ça, vous réhabilitez aussi D'Artagnan. Ah, voilà. Oui, ça, je les aime trop pour... C'était bien de souligner aussi qu'effectivement, D'Artagnan, c'est quand même un être humain qui apparaît quand même sensible. Dans sa complexité. En fait, on est dans une époque où la nuance se perd, et je trouve que la littérature doit rester un refuge d'humanité et de complexité. Ô combien. Et évidemment, ce succès d'Alexandre Dumas, notamment après Monte Cristo et le succès du film, nous réjouit tous. Alors, Joseph Incardona, vous, c'est d'une autre victime que vous nous parlez, brillamment d'ailleurs, dans Le monde est fatigué, c'est le titre du livre. Je précise que vous êtes un écrivain italo-suisse, avec une enfance peut-être très différente de celle d'Adélaïde, je pense, un peu nomade, un peu turbulente, un peu plus chaotique ou chahutée, disons. Voilà, ouais, chahuté, c'est bien. Ouais. Chahuté. Mais vous avez reçu aussi de nombreux prix, notamment de littérature policière. C'est comme ça aussi qu'on vous connaît. Alors, dans ce livre, nous suivons donc une étrange héroïne dont on va découvrir, on ne va pas tout dévoiler, parce qu'il y a aussi, c'est évidemment ce que vous savez écrire, il y a beaucoup de suspense. On découvre progressivement ce qui lui est arrivé. Elle a été victime, cette Ève, et elle va utiliser un drôle de talent dans ce monde aquatique, avec ses talents de sirène. Et dans ce monde aquatique que vous décrivez, mais est-ce que ça veut dire que vous l'aimez particulièrement, cet univers de l'eau, de la mer? Alors, l'eau, la mer, oui. Parce que je fais du surf. J'ai toujours eu l'appel de la mer. Quand j'étais gosse et on allait en vacances en Sicile, et quand on était à 2-3 kilomètres d'arriver à la plage, je commençais déjà à me déshabiller. J'avais déjà mon maillot de bain dessous, prêt. Je sortais de la voiture, je partais dans l'eau. Donc, l'eau, voilà. Ça. Après, non, l'idée de la sirène, c'est quelque chose qui est arrivé de manière assez inattendue. C'est pas un mythe qui vous avait marqué dans l'enfance? Absolument pas. Parce qu'on a eu aussi des contes pour enfants, mais... Non, d'autant plus que la sirène, à la base, c'est un être chimérique plutôt néfaste, plutôt mauvais. C'est des femmes oiseaux, en fait. C'est un corps d'un oiseau. Qui dévore les marins. Voilà, et qui dévore. Et puis avec un point commun avec Milady de Winter, sur le papier. Et avec le temps, c'est devenu une figure kitsch, un peu kitsch, pseudo-glamour, Walt Disney, rose, tout joli, tout mignon. On fait des bisous bulles, tout ça. Donc, en fait, il y a déjà ce glissement, on va dire, sur le personnage. Non, quand j'ai appris qu'il y avait des sirènes professionnelles, et une de mes rencontres avec une sirène était on l'apprend dans votre livre, parce dans un avion. J'étais dans un vol transcontinental et il y avait une énorme housse au milieu du siège. Il y avait 3 sièges. Et j'ai demandé à la jeune femme qui était là au bout de quelques heures. Elle m'a dit oui, c'est ma queue de sirène. Je la mets jamais en soute. Elle est trop précieuse parce qu'il y a un monopane dedans. Et c'est comme ça, on a parlé un peu et j'apprends le. Et voilà, je me suis intéressé. Je me dis tiens, là, il y a un personnage déjà marginal de par sa profession. En plus, il y a quelque chose de l'idée de la fiction qui rentre dans l'idée mythologique de la sirène qui tout d'un coup s'incarne dans quelque chose de réel, qui est, il y a eu Claire la sirène dans l'Aquarium de Paris pendant des années, qui faisait les spectacles pour les enfants. Je m'en suis inspiré du métier de sirène, où j'ai regardé des documentaires, des choses comme ça. Et je me dis, tiens, là,
cette idée de ce personnage qui fait des bisous bulles, qui a le maquillage waterproof, qui doit mettre des gouttes dans les yeux parce que l'eau est salée et froide, etc., qui est une vraie sportive, qui doit sourire, qui ne voit pas ce qu'il y a derrière la vitre, et qui, à l'intérieur, est dévastée. Je trouvais que tout d'un coup, là, il y avait le déséquilibre initial avec un personnage. Alors, comment elle est dévastée? Pourquoi? Ben voilà, ça, c'est au fur et à mesure de la construction du roman que les choses sont apparues. On découvre que cette Ève s'appelait en fait Nathalie, et qu'elle a créé, enfin elle a changé de nom parce que victime d'un très grave accident qui l'a mutilée. Et au fond, elle est marquée dans sa chair aussi, comme le fut Milady de Winter. Mais elle conserve, et c'est ce que vous dites, pour faire ce qu'elle fait, une grande beauté, une grande force. C'est ça qui apparaît dans ce personnage, alors, malgré ce handicap. On peut le dire, ça arrive assez vite. En fait, elle a les 2 jambes amputées, et une grande partie de son corps a été reconstituée suite à un tragique accident. Et elle devient, d'une certaine manière, un peu transhumaine, et elle devient sirène, parce qu'elle est à moitié, c'est une femme tronquée, finalement. Et effectivement, c'est dans cette apparence reconstruite, elle apparaît, en tout cas de loin, en tout cas comme un être presque mythologique, mythique, et plutôt séduisant, à l'intersection de l'humain et d'autres choses. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi de fouiller. On parle beaucoup de transhumanisme, et ça va avec l'idée des non-lieux de Marc Auger, parce qu'elle ne fait que traverser des aéroports, des halls de gare, elle dort dans des hôtels impersonnels. Et puis on est au croisement avec Cronenberg, Crash, voilà, la reconstitution. Elle a une mâchoire en porcelaine, elle a des jambes en titane, enfin, voilà, elle est dans quelque chose... C'est très cinégénique, d'ailleurs, ce personnage, pourrait être un personnage de film, tout à fait. Enfin, oui, alors il n'y a pas eu encore autant de films que Dumas, mais ça serait bien. Ça ne serait tardé. Ce qui nous frappe aussi, c'est sa grande solitude, c'est cette vie, qui, comme vous dites, elle est dans les avions, toute seule. Alors, elle a un ami, qui lui aussi d'ailleurs, un ami proche, qui lui aussi a un problème avec son corps, puisqu'il ne s'assume pas complètement. Il est énorme. Il a un problème de thyroïde, et il n'est pas dans le corps qui le représente. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et Ève non plus, elle n'est plus dans le corps qui la représente. Et ce rapport au corps qu'on a en permanence, dans cette physicalité qui s'impose toujours à nous, dans cette résistance parfois du corps, est quelque chose qui traverse un peu tous mes livres aussi. Et qui nous concerne tous dans ces sociétés où le physique est important, où on se regarde. Ce qui est aussi, évidemment, ce qui nous ramène à l'actualité ou à la réalité, Joseph Incardona, c'est qu'on va découvrir comment cet accident s'est produit. Alors ça, on ne va pas trop le préciser, mais c'est un chauffeur, enfin, elle est renversée par un 2 roues très puissant et conduit à toute allure. Et au fond, c'est des faits divers très fréquents. C'est délit de fuite, c'est mort sur la route, inexpliqué. Alors, déjà, une chose, avant de revenir sur ça, je voulais juste dire, effectivement, le sujet du livre, c'est la vengeance, mais la thématique, c'est celle de la perte et de la solitude. Et au fond, on voit toujours une sirène sur son rocher qui regarde au loin, elle est seule, il n'y a personne avec elle. Et elle est seule réellement, Ève. Et effectivement, à un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de sa mutilation. Et alors j'ai cherché des choses, je suis allé chercher des choses très, très complexes. Puis finalement, je me suis dit, c'est exactement ce que vous dites, le simple accident de la route. Ça arrive tous les jours. Voilà, c'est une voignole. Et en plus, cet accident arrive où elle est dans un moment de plénitude absolue, de bonheur absolu. Et c'est cette Lamborghini noire qui arrive dans la nuit et qui ne la voit pas, parce qu'il y a l'arrogance. Oui, de la richesse. Voilà, et puis l'arrogance de la puissance. Et elle est. Alors après, qui pilote cette voiture? Ça sera intéressant. Je le dirai après. Mais voilà, il y a toute cette arrogance, le lien de l'automobile aussi avec tout un type de comportement. Et donc le vélo, il ne le voit même pas. Ça n'existe pas. Et parce qu'elle est à vélo et ça se voilà. passe à ce moment. Et la chose qui m'est venue après, parce que c'est en écrivant qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. C'est que je me souviens de cette image des Dents de la Mer avec cette fille qui nage, puis la pointe, le museau la pointe du requin qui va vers elle. Et en fait, c'est pareil. Elle est là, elle est dans l'insouciance du moment. Et il y a cette voiture sombre qui arrive dans son dos. Et c'est un peu, et on rejoint, voilà, et qui va la dévorer, oui, parce qu'il va la dévorer d'une certaine manière.
Voilà. Vous vouliez dire quelque chose, Adélaïde? Oui, alors moi j'ai été absolument magnétisée par ce livre. Oui. C'est-à-dire que je l'ai dévoré, puisque sans être une lampe noire, je l'ai dévoré. Oui. Il a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Françoise Héritier qui disait ça, la notion de rémanence. C'est-à-dire que ce texte, vous le lisez, il vous reste, il vous marque, il y a des images qui vous reviennent. Et au-delà de la mythologie, de la beauté, du magnétisme de cette femme, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui est une sorte aussi de critique de la société, très, pas virulente, parce qu'elle est dite de très jolie manière, mais extrêmement précise. C'est-à-dire que cette société, je trouve, vide de consommation, où on voit quand même des familles extrêmement gâtées qui offrent cette sirène pour le goûter des enfants, où on voit tous ces mondes aussi dans lesquels sont ces aquariums qui sont vraiment que des endroits de consommation, etc. Il y a cette manière quand même d'aller analyser notre monde contemporain à travers une histoire qui est de l'ordre presque de la mythologie, que je trouve d'une très très grande puissance, et c'est pour ça que ça nous reste. C'est la signification du titre qui est jolie d'ailleurs. Le monde est fatigué. C'est ce qu'elle perçoit, et c'est ce qu'on perçoit dans ce que vient de dire Adélaïde. Parce qu'elle a perdu, et elle est dans une grande solitude, et j'ai l'impression qu'on vit une époque où on est en train de perdre des choses, et aussi on est aussi dans une forme de solitude et de perte de repères. Alors, merci de le souligner. C'est vrai aussi que j'ai pas eu envie de poser ni de point de vue personnel, ni de morale, surtout pas. Je pense qu'un écrivain ne doit surtout pas. Il doit donner à voir. Non, il y a des réflections sur l'état de la planète. Oui. Voilà. Elle va mais après, participer à des campagnes pour la sauvegarde de l'environnement. Ça, j'y suis arrivé un peu par hasard avec cette histoire du continent de plastique. Mais voilà. Puis après, ça, c'est un fait. Et elle s'y retrouve. Voilà, elle est là-dedans. Mais dans ce monde-là, oui. On voit avec ses yeux, mais elle dit rien dessus. Elle dit pas c'est bien, c'est pas bien. C'est son ami qui pleure en voyant ça. C'est juste qu'on ne va pas révéler la fin, mais ce qui se passe à la fin montre bien qu'elle ne peut pas l'accepter. Non, bien, oui. Voilà. Oui. Ça, la fin est extraordinaire. Belle, oui. Avec ce désir de vengeance qui réunit vos deux héroïnes. Et on ne va pas dire contre qui, parce que c'est tout de même le suspense aussi qui fait la saveur de ce livre. Parlons des styles de vos deux livres. Je dirais qu'ils sont différents. Pour vous, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, c'est très élégant. Je ne sais pas comment vous l'avez perçu. Moi, j'ai vu ça comme ça, avec beaucoup de fluidité. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré, même peut-être d'ailleurs la Léandre d'Alexandre Dumas. Enfin, Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur la langue. Je vous remercie. Vous écrivez comme ça d'ailleurs depuis le début, mais en fait, toute la difficulté, c'était comment faire voyager le lecteur dans cette époque, parce qu'on parle quand même d'un écrivain du 19e qui écrit sur le 17e siècle. Et je voulais donc colorer, je voulais qu'il y ait des parfums du XVIIe siècle, qu'on puisse se projeter dans ce moment-là, mais en même temps, comme c'est une héroïne pour moi éminemment contemporaine, j'ai pas voulu singer une langue ancienne. Donc j'ai gardé une langue contemporaine, mais qui est censée nous donner le sentiment de vivre un peu à la bougie, de pouvoir effectivement sentir le cuir et le cheval et entendre les épées, mais en m'autorisant aussi des grands moments d'introspection. Donc je joue avec le cap et d'épée, et je joue aussi avec le roman d'introspection. Et puis l'historique, l'aspect historique aussi, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont là, mais qui ne deviennent pas lourds. Oui. Parce que ça, c'est le problème, il faut que le roman soit toujours devant. Sinon, ça devient un essai, ça devient... Et là, vous arrivez bien à le faire. Il y a vraiment le contexte, mais en même temps, elle, on la suit tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est à elle qu'on s'attache. Mais en tout cas, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre le lecteur et qu'il n'ait plus envie de poser le livre, parce qu'on a envie d'offrir les livres que, en tout cas, moi j'aime lire et que j'ai ressenti en lisant le livre de Joseph. C'est vraiment, on est embarqué et ça demande, en fait, on pense que ça demande pas mal de travail d'arriver à pas laisser le lecteur descendre de cheval, en fait. C'est sûr. Je dirais que votre style, Joseph Incardona, il est très différent. Enfin, oui, mais il m'est apparu très différent, aride, enfin plus parfois décalé ou avec des petites des virgules, de l'humour, des petites saillies cyniques. Voilà. Non, j'ai trouvé vraiment différent, bien sûr. Et là, j'ai l'impression que ça nous ramène aussi au roman policier. Est-ce que vous avez des modèles aussi pour écrire ? Chaque livre, pour moi, est assez différent. J'essaie toujours d'adapter de manière subtile, en tout cas personnellement, la forme au fond. Et puis, c'est vrai que, vu qu'on est dans un monde déshumanisé,
parce qu'elle vit dans ces non-lieux, elle ne fait que transiter d'un hôtel à l'autre, d'un continent à l'autre, etc. J'avais envie d'une écriture à la Carver, quoi, oui, très sèche, voilà. et les moments d'humanité, ils apparaissent quand il y a des frottements de personnages, on va dire. Voilà. Et alors que j'ai d'autres romans qui sont un peu plus baroques, un peu plus, voilà, où il y a un peu plus d'adjectifs. Oui. Mais là, pas le cas, là, c'est pas baroque. Non, là, on est comme une architecture de Le Corbusier. On est dans quelque chose avec du néon, avec voilà, c'est pas très chaleureux. Et d'ailleurs, Ève, au début, je sais pas si vous l'avez perçue comme ça, mais elle est pas très sympathique. Non, elle est assez dure. Et au fur et à mesure qu'on la connaît, oui. Et voilà. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des moments en même temps d'humanité assez bouleversantes. C'est-à-dire que quand elle espère à un moment justement un homme qu'elle croise dans un bar se rapprocher enfin, avoir enfin en gros une peau contre la sienne, je ne vais pas dévoiler la scène, mais moi j'ai été extrêmement touchée parce que c'est là qu'on sent la solitude. Donc c'est architecture Le Corbusier, mais avec de la chair. Ouais. Ça c'est vrai. Après il y a un petit tapis indien par terre et tout. Voilà, il y a un peu de... Voilà. Deux héroïnes seules, marquées dans leur chair, qui veulent se venger. Et deux livres qui nous passionnent du début à la fin, ça c'est vrai. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, ça s'appelle « Je voulais vivre ». Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et vous, Joseph Incardona, ça s'appelle « Le monde est fatigué ». Alors, juste quelques coups de cœur pour terminer cette émission. D'abord, encore un personnage féminin très fort, avec le roman de Yakuta Alikavazovic, Au grand jamais, ça s'appelle, chez Gallimard. Un des très beaux livres aussi de cette rentrée. Et puis, pour changer un peu, alors une bande dessinée, là, ils sont tous là, très littéraire, qui est assez formidable parce qu'elle est adaptée d'un roman de Simenon. Ça, c'est peut-être pour vous, Joseph. Ça s'appelle La Maison du Canal, de Bocquet et Edith, aux éditions d'Argo. Et puis, pour ma part, parce qu'on parlait de Normal Sup, Adélaïde, je vous recommande le livre d'Eliette Abécassis qui s'appelle 45 rue d'Ulm, chez Flammarion. Elle est normalienne agrégée de philosophie. Et dans la collection assez jolie qui s'appelle Retour chez soi, même très jolie, eh bien, elle raconte son retour à Normal Sup, dans ce 45 rue d'Ulm, où elle a été reçue au concours. Enfin, ce que vous avez vécu, j'imagine. Ces 4 ans passés dans l'école, elle retrouve ses amis, ses souvenirs. Ça s'appelle 45 rue d'Ulm. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour Au bonheur des livres. À très vite.